de la salle Diouville du Palais Montcalm de Québec et je souhaite la bienvenue aux internautes qui suivent le débat via une retransmission web. Le débat fera l'objet d'une couverture également sur les médias sociaux. Les internautes sont donc invités à réagir sur Facebook ou Twitter et les mots-clics ou hashtags sont culture et QC 2014. Voilà. Alors, 3 des 4 partis politiques représentés à l'Assemblée nationale ont délégué ce soir une candidate. Nous remercions de leur participation, et je les nomme par ordre alphabétique, Marie-Ève Duchesne, candidate dans Tachereau pour Québec solidaire, Agnès Maltais, candidate dans Tachereau pour le Parti québécois, et Christine Saint-Pierre, candidate dans l'Acadie pour le Parti libéral du Québec. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et malheureusement, la coalition Avenir Québec, qui avait d'abord accepté, s'est finalement désistée. Les candidates ont été avisées qu'il n'est pas possible d'avoir des pancartes ou des affiches dans le Palais Montcalm, ni de distribuer des dépliants ou d'autres matériels électoraux. De même, le nombre de militants par candidate a été limité à 10, de manière à maintenir le décorum et assurer le bon déroulement du débat. Je demande à l'assistance de faire preuve de modération dans ces manifestations d'approbation sûrement ou de réprobation, on le verra. Et je vous remercie à l'avance de votre collaboration. Alors, en plus des déclarations d'ouverture et de clôture des candidates, le débat va se dérouler en 3 blocs de 20 minutes, au cours desquels les thèmes suivants seront discutés. Les jeunes et la culture, l'accroissement du financement de base des activités artistiques et culturelles, et enfin la valorisation des arts et de la culture. Le public ne pourra pas interroger directement les candidates. Cependant, le Conseil de la culture a procédé à un appel de questions par les réseaux sociaux. Alors, ce sont les questions que je poserai plus tard aux 3 participantes au débat. Et à la fin, cependant, de l'événement, donc à 9 h, elles ont accepté toutes les 3 de rester un peu plus longtemps pour échanger informellement avec vous, ainsi qu'avec les médias présents ce soir. Mais tout d'abord, et afin de bien camper les enjeux en matière de culture, j'invite le président du Conseil de la culture des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, M. Marc Gourdeau, à venir vous adresser la parole. M. Gourdeau, s'il vous plaît. Mesdames les candidates, d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et merci à tous les amis, collègues, médias, amants de la culture, je suppose, qui ont rempli cette salle à pleine capacité. On a été obligé de rajouter des chaises, on en est fort heureux. Le seul fait que tous ces gens-là soient rassemblés ici démontre, je pense, hors de tout doute, l'intérêt qu'on porte à la chose culturelle. Pour le Conseil de la culture, c'est évidemment important qu'on parle de culture, qu'on en discute le plus possible et qu'elle devienne un enjeu dans le cadre de la présente campagne électorale. Je me demande d'ailleurs, si n'eût été de ce débat, de cet appel que le Conseil a lancé, si on aurait parlé culture dans la campagne électorale. Permettez-moi d'en douter. Depuis plusieurs années, les gouvernements successifs affirment haut et fort que la culture, son épanouissement, son rayonnement constituent des missions fondamentales de l'État québécois. Il est utile de rappeler que cette mission fondamentale est soutenue par 0,7 % du budget de la province. C'est utile aussi de rappeler que les conditions socio-économiques des artistes demeurent précaires. Un trop grand nombre d'entre eux, encore aujourd'hui, atteignent à peine le seuil de pauvreté, malgré qu'ils travaillent beaucoup et fort à créer et à diffuser leur art. Et on constate que le financement de base des organisations culturelles stagne et gelé pour beaucoup d'entre elles depuis un très grand nombre d'années. Alors, vous allez me permettre, en lien avec les 3 grandes thématiques abordées dans le débat, d'y aller de quelques constats, quelques remarques, une espèce d'état de situation, et peut-être quelques réflexions un petit peu plus personnelles. Je vais tenter de ne pas être trop long, malgré qu'on pourra en parler très longtemps. Les questions qu'on aborde ce soir, dois-je le rappeler, même si elles peuvent sembler avoir des résonances nationales, sont des préoccupations, des priorités dans notre région sur lesquelles le Conseil travaille déjà depuis nombre d'années. Si on a dégagé ces 3 grands thèmes de débat, c'est des sujets qui font consensus et qui reviennent de façon récurrente dans la préoccupation de nos membres. Rappelons d'abord que le financement de base, celui des programmes réguliers du Conseil des arts et des lettres du Québec, du ministère de la Culture et des Communications, de la SODEC, des grandes sociétés d'État,
constituent les assises, les bases, les fondations, la structure fondamentale du développement artistique et culturel. Un survol sommaire des augmentations du budget du Conseil des arts et des lettres du Québec, par exemple, pourrait démontrer effectivement que le budget du Calque a augmenté au cours des années. Quand on creuse un petit peu plus, ce que l'on constate, c'est que très peu de fonds nouveaux ont été consacrés au programme régulier du Calque, c'est-à-dire à ceux qui supportent le fondement du développement culturel. La grande majorité des nouveaux fonds ont été soit des fonds dédiés, soit des fonds pour le mécénat placement culture. Il en résulte une incapacité du Conseil des arts et des lettres, entre autres, à soutenir adéquatement les organisations qui font face, elles, à des augmentations constantes de coûts de création, production, diffusion. De la même façon, lors des derniers appels, moins de 15 % des demandes de bourses individuelles par les artistes ont reçu une réponse positive malgré la qualité des dossiers et des démarches. Cette situation est vraie, on la voit dans les grands centres comme Québec et Montréal. Imaginez ce qu'elle est dans les régions et dans les territoires plus éloignés. La diffusion pluridisciplinaire, qui est un autre enjeu important, laquelle n'a plus les moyens de prendre les risques artistiques qui lui permettent d'offrir en région une diversité de produits culturels, des disciplines plus à risque. Les quelques augmentations consenties à la diffusion spécialisée ont été jugées par plusieurs comme des peccadilles, très peu en termes de somme absolue. Il est important de rappeler que le soutien public aux arts, ça aide évidemment les organisations culturelles, mais c'est avant tout une garantie d'accessibilité des arts et de la culture à la population. Imaginons un spectacle d'opéra, de théâtre ou d'orchestre symphonique présenté sans soutien public. Imaginons le prix du billet. À cet égard, plusieurs amis et collègues qui viennent de l'étranger, beaucoup d'Europe, s'étonnent encore du coût élevé des billets de spectacle ici comparé à ce qu'ils peuvent payer chez eux, là où la culture est jugée comme étant plus accessible et où elle est soutenue de façon plus conséquente. Les jeunes et la culture, depuis nombre d'années, le milieu culturel réclame que des actions soient prises pour encourager la fréquentation culturelle des jeunes. Tous s'entendent pour dire que l'éducation culturelle et artistique, pour qu'elle soit pleine et entière, doit comporter une fréquentation assidue des lieux et des activités professionnelles. Cet enjeu est important, il en va du développement de nos jeunes et de leur capacité à devenir des citoyens culturellement actifs. Encore aujourd'hui, une part trop importante d'élèves des niveaux primaires et secondaires ont peu de contact avec les œuvres, les artistes ou les activités culturelles professionnelles. Les chiffres nous démontrent qu'il y a jamais plus de 50 % des jeunes du primaire et du secondaire dans notre région qui fréquentent les arts et la culture par le biais de leur école via les sorties culturelles scolaires. La valorisation des arts et de la culture dans notre société. Quand on est un artiste, un travailleur culturel, un gestionnaire d'organisme, je sais de quoi je parle, on a l'impression souvent de passer notre temps à convaincre et à reconvaincre un ensemble d'intervenants sur la pertinence et sur l'effet des arts et de la culture qui sont importants pour le développement de nos communautés. Que ce soit les élus, les milieux d'affaires ou encore les médias, on doit consacrer tellement d'énergie à rappeler l'importance des arts et de la culture dans la vie de nos sociétés. Pourtant, toutes les preuves sont là, les études ne manquent pas pour affirmer les impacts de la culture, évidemment sur le plan économique, très documenté, mais d'abord et avant tout sur le plan social, sur l'amélioration de la qualité de vie, comment créer un mieux vivre ensemble grâce, entre autres, aux arts et à la culture. Ici, dans la région de Québec, le paysage médiatique nous rend encore plus sensibles à cette réalité. En plus du discours anticulturel de certaines radios parlées, la pipolisation à outrance de la couverture culturelle, la recherche du plus petit dénominateur commun dans les grands médias, incluant les sociétés d'État, ajoute à cette dévalorisation. Là où j'ai fait mes études secondaires, la devise de cette école était « Un esprit sain dans un corps sain », que tout le monde connaît. Il nous semble évident que les arts et la culture contribuent de façon importante à cet esprit sain. Collectivement, on a investi des sommes énormes dans la promotion de saines habitudes de vie au profit de la santé physique. On nous invite à jouer dehors, à ne pas fumer, à ne pas trop boire d'alcool, à faire du sport, etc., à s'activer. À quand une campagne similaire pour encourager les gens à fréquenter les arts et la culture, à participer à la vie artistique et culturelle de la société? Actuellement, c'est le milieu culturel qui porte à peu près à lui seul la valorisation et la promotion de la culture avec les maigres moyens dont il dispose. Quelques petites considérations en terminant. On a entendu à plusieurs reprises, dernièrement et un peu plus longtemps,
que l'état des finances publiques demande une gestion financière des budgets gouvernementaux responsable. Rassurez-moi, s'il vous plaît, dites-moi qu'investir en culture n'est pas irresponsable, inutile ou futile. Une dernière chose qui m'agace profondément, et je pense que c'est la même chose pour plusieurs collègues, les montants d'argent qu'on investit en culture sont la plupart du temps relativement minimes, hormis ceux consacrés évidemment aux immobilisations culturelles. Il faut dire que les gens de la construction, plombiers, électriciens, ne travaillent pas à des salaires culturels. On pavoise devant des investissements de quelques millions, sommes qui en culture sont présentées comme l'Eldorado, alors que dans à peu près tous les autres secteurs d'activité, cette somme serait considérée comme étant négligeable. Alors, je pense que la table est mise. Sur ce, vous comprendrez que les attentes du milieu culturel sont grandes. Merci. À vous la parole. Merci, M. Gourdeau. J'invite maintenant les candidates à monter sur scène et à se rendre à leur lutrin. Et je vous demande d'applaudir Agnès Maltais, Marie-Ève Duchesne et Christine Saint-Pierre. Au lutrin de gauche, Agnès Maltais représente le Parti québécois dans la circonscription de Tachereau depuis 1998. Depuis septembre 2012, elle est ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre du Travail, ministre responsable de la condition féminine et ministre responsable des régions de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches. Auparavant, elle a occupé différents postes de ministre, notamment celui de ministre de la Culture et des Communications de 1998 à 2001. Bonsoir, Mme Maltais. Bonsoir. Au micro du centre, Marie-Ève Duchesne est candidate de Québec solidaire dans la même circonscription de Tachereau. Impliquée auprès des groupes populaires et féministes depuis près de 10 ans, elle travaille et milite pour la défense des droits des femmes assistées sociales de la région de Québec. En 2011-2012, elle a été porte-parole du Front commun des personnes assistées sociales du Québec. Bonsoir, Mme Duchesne. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, au lutrin de droite, Christine Saint-Pierre représente la circonscription de l'Acadie pour le Parti libéral de Québec depuis 2007. Elle a été ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine de 2007 à 2012. Depuis septembre 2012, elle est porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et pour la métropole. Elle a été également membre du comité ministériel du développement social, éducatif et culturel. Bonsoir, Madame Saint-Pierre. Bonsoir. Alors, mesdames, merci de nouveau d'avoir accepté l'invitation du Conseil de la culture. Je vous rappelle quelques consignes. Alors que vous disposiez de 1 ou de 2 minutes, on vous avisera par un carton orange, celui-là, qu'il ne reste que 20 secondes de temps de parole. Le carton rouge, un peu plus tard, vous dira que le temps est vraiment écoulé. Et c'est Geneviève Pelletier du Conseil de la culture qui sera la gardienne du temps. Alors voilà, pour lancer le débat, les candidates disposent maintenant de 2 minutes chacune pour leur déclaration d'ouverture et le sort à désigner dans l'ordre Agnès Maltais, Marie-Ève Duchesne et Christine Saint-Pierre. Agnès Maltais, voilà, déclaration d'ouverture, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. D'abord, je suis désolée, mais peu surprise de voir que la CAP est incapable de défendre sa vision de la culture ce soir, alors que ce parti parle à tout vent des projets qu'il abandonnera. Et je suis surprise, mais un peu déçue, même si on s'aime bien, Christine, et que tu connais bien le dossier de la culture, de voir que l'équipe des libérales de la région n'ait pas désigné quelqu'un pour venir ici. Mais d'abord, sur le sujet. La culture constitue un élément fondamental de notre pays, et pour un parti qui veut faire de ce Québec un pays, ça devient fondamental. Le Parti québécois croit profondément à l'importance d'une culture vivante, actuelle et accessible. Ils croient aussi que c'est au moyen de leur créativité que les Québécois sont parvenus à se dépasser. La culture transcende la culture. Elle est une façon de voir, de penser, de vivre ce pays. La culture est aussi un maillon important de notre économie. Elle procure de l'emploi à plus de 130 000 personnes au Québec. Alors, nous sommes déterminés à doter le Québec d'une nouvelle politique culturelle adaptée aux réalités du 21e siècle afin d'assurer sa pérennité et son caractère distinctif. À faire en sorte que tout le secteur de la culture prenne le virage numérique, c'est important, il est temps, d'appuyer le développement numérique et la présence de Télé-Québec en région. Nous voulons encadrer le prix des livres neufs imprimés et numériques, consolider le soutien aux artistes et aux créateurs,
intensifier la diffusion des œuvres et des créations de nos artistes dans toutes les régions du Québec comme à l'étranger, multiplier les maillages entre le secteur de la culture et celui de l'éducation, poursuivre la restructuration du réseau des musées et du secteur du cinéma qui ont été longtemps oubliés et encourager la philanthropie culturelle. À Québec, on le sait, la culture représente 2,2 milliards d'activités économiques. Ça ne se dit pas assez. Ici, c'est 31 000 emplois directs et indirects. C'est 5 du PIB régional. Ces chiffres-là viennent du Conseil de la culture qui y croit. C'est important de les porter, ces chiffres-là. Nous avons toujours été, au Parti québécois, un partenaire important du monde culturel. Depuis 18 mois, nous sommes au rendez-vous. Nous avons réussi, je trouve, à faire beaucoup en peu de temps. Nous avons soutenu des projets majeurs qui permettront de faire rayonner davantage notre culture. Évidemment, on sait le projet Diamant et les gros becs, ce bel alliage que nous allons faire ensemble. Merci beaucoup, Mme Maltais. Mme Duchesne, s'il vous plaît. Bien, bonsoir, moi aussi, je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir pour parler de culture. La culture, ce mot qui représente tant d'expressions possibles. Qu'elles soient générales, populaires, québécoises, de masse, autochtones, multiculturelles ou contre-culture, qu'elles nous viennent de notre famille, de nos racines, du système d'éducation. La culture, c'est le ciment de notre identité sous différentes formes, sous différentes couleurs. Pour moi, la culture, c'est un bien commun. Québec solidaire entend défendre l'accès à la culture comme elle défend l'accès aux services publics. Nous encourageons l'accès à une culture artistique diversifiée parce qu'elle nourrit, réjouit, informe, nous permet de nous interroger sur les certitudes, donne accès à d'autres visions du monde et ouvre des espaces de réflexion sur différents aspects de la vie. Elle devient un vecteur majeur de démocratie, de liberté, de lien entre les citoyens et citoyennes et porteuse de sens, d'identité, de valeurs et de créativité. La culture prend tout son sens au centre-ville de Québec. Parler du projet de société que nous voulons à Québec solidaire sans parler du bouillonnement culturel qui nous habite, sans tenir compte de toute ce bouillonnement qui forme notre identité, qui pousse à la réflexion, mais ça serait faire une erreur, puisque c'est par la culture qu'on apprend ce qui s'est passé avant et vers où on veut s'en aller. Québec solidaire Tachereau souhaite joindre sa voix aux artistes d'ici afin de partager ses préoccupations. L'équilibre entre les méga-projets culturels et les artistes locaux inquiète certaines personnes depuis plusieurs années. Le financement de la culture, la présence de la culture dans les médias, le développement des publics. Donc, c'est plusieurs aspects. On va tenter ce soir ensemble de trouver des réponses et de vous présenter la version de Québec solidaire. Merci, Mme Duchesne. Mme Christine Saint-Pierre. Merci. Bonsoir. Tout d'abord, merci d'organiser ce débat puisque c'est le premier de la campagne électorale et j'espère que ce ne sera pas le dernier. Mais lorsque vous avez annoncé ce débat, on n'était pas encore en campagne électorale, mais on se doutait bien que ça allait venir. Alors, j'ai été heureuse, bien sûr, d'accepter l'invitation et je veux souligner la présence parmi nous ce soir de notre candidat dans Tachereau, M. Florent Tanlet, qui est ici. Alors, je lui demande de se lever debout pour que vous puissiez bien le voir. Moi, ce que je déplore, Mme Maltais, vous avez déjà été ministre de la Culture, mais ce que je déplore, c'est que le ministre de la Culture n'est pas ici ce soir. Il doit être ministre de tous les Québécois. Alors, le ministre sortant de la Culture n'a pas daigné venir à ce débat ce soir, et ça, c'est dommage. On aurait aimé l'entendre parler de son bilan des 18 derniers mois, mais j'imagine que le bilan, il n'en a pas puisqu'il n'est pas présent. Cependant, moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette culture au Québec, bien sûr, tous les partis politiques font des efforts lorsqu'ils sont au gouvernement pour faire progresser la culture. On y croit, tout le monde. Je pense que personne ne peut dire qu'il y a un gouvernement, depuis que le ministère de la Culture a été créé, qui n'a pas donné priorité à la culture. Cependant, je dois dire, et j'en suis très fière, que la culture, c'est vraiment dans notre ADN, nous, au Parti libéral du Québec, puisque, pour les plus vieux, vous allez vous en souvenir, c'était l'article 1 du programme de M. Jean Lesage lors de sa campagne électorale. C'était de créer un ministère des Affaires culturelles. Alors, avec Georges-Émile Lapanne, bien sûr, il a créé ce ministère des Affaires culturelles. Nous avons célébré les 50 ans de ce ministère en 2011 et nous avons eu l'occasion à ce moment-là de faire le bilan de tout ce qui a été fait. Je comprends votre discours de tout à l'heure de dire, bon, il y a encore des choses à faire, il faut faire plus, mais je peux vous parler de la loi sur le statut d'artiste, la loi sur les biens culturels, la loi sur le patrimoine culturel, la politique culturelle, les infrastructures, tout ce qui a été fait en termes d'infrastructures au Québec pour permettre à nos artistes d'avoir des lieux où ils
puissent être les meilleurs pour offrir au public. Merci, Mme Saint-Pierre. C'est terminé déjà? C'est pas mal terminé, Dieu, oui, court, déjà. Je vais continuer plus tard. Moi-même, je dois surveiller le carton rouge de Geneviève. Alors, Alors, vous pourrez poursuivre tout à l'heure. Alors, écoutez, nous passons maintenant au premier des 3 thèmes du débat, c'est-à-dire les jeunes et la culture. Alors, je fais une petite introduction. Vous savez que dans la foulée de l'agenda 21 de la culture, le gouvernement du Québec doit avoir pour objectif de valoriser et de développer le goût de la culture chez les jeunes et doit donc appuyer pour ce faire les alliances avec les différents secteurs d'activité, plus spécialement entre le secteur de la culture et celui de l'éducation. Il doit le faire notamment en prenant des engagements concrets assortis d'un financement conséquent afin de favoriser la participation culturelle des jeunes dans notre société, en appuyant, par exemple, l'augmentation de la fréquentation par les jeunes des lieux professionnels des arts et de la culture de leur milieu. Alors, pendant les 15 prochaines minutes, nous allons en parler de cette question-là et je vous invite tout d'abord de lancer la discussion sur les jeunes et la culture par une déclaration d'1 minute, dans l'ordre suivant, Agnès Maltais, Marie-Ève Duchesne et Christine Saint-Pierre. Madame Maltais? OK. Sur les jeunes et la culture, précisément. Ce que nous proposons, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai énuméré les éléments de la plateforme. Il y en a un qui est important, c'est nous allons multiplier les maillages entre le secteur de la culture et celui de l'éducation parce qu'ils sont indissociables. Plus un jeune s'initie tôt à la culture, plus il risque soit de développer une pratique artistique, soit de développer le goût de la culture et de devenir un spectateur assidu. Alors, l'école doit donc offrir la possibilité à nos jeunes d'être en contact avec la culture des professionnels aussi. Je vous annonce que cet après-midi même, nous avons décidé de recréer la table nationale éducation-culture, ce qui existait avant et qui faisait que ces 2 ministères maintenant se parlent pour ça, pour favoriser la pratique professionnelle, l'accès à la pratique professionnelle aux étudiants. Et nous avons, pour donner accès à la culture aussi, nous avons fait quelque chose de majeur. En fait, c'est mon collègue Makakoto qui l'a fait. C'est nous avons réduit le prix d'entrée à 1 $ dans les musées d'État pour les 13 à 18 ans depuis le 1er octobre 2013. On a posé aussi d'autres gestes, mais je vois déjà mon carton rouge. Oui, déjà. C'est rapide, hein? Oui, on y revient. Vous aurez 15 minutes ensuite. Marie-Ève Duchesne? 1 minute. 3 aspects très concrets pour nous à Québec solidaire qui doivent être développés pour travailler l'aspect des jeunes dans la culture. En fait, il y a tout d'abord l'aspect des 4 manifestations culturelles. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est permettre à tous les élèves du primaire et du secondaire d'avoir accès à 4 manifestations culturelles par année. Donc, ça, c'est une des premières mesures très concrètement. C'est vraiment, là, il y a un chiffre de fixer tout ça pour permettre de favoriser ça. Ça peut être dans différentes disciplines. Et ça pose la question aussi de la formation des artistes, entre autres avec ce qui se passe actuellement au niveau des conservatoires du Québec. Donc, les jeunes qui veulent pousser plus loin leur formation, il y a quand même une question qui doit se poser à ce moment-là. On pourra peut-être y revenir dans la discussion par la suite. Le dernier aspect, selon moi, c'est la relève. Il y a des super programmes qui existent. Je pense entre autres à Première Ovation, qui fait un super boulot. Mais on nous parlait, entre autres, certains artistes membres du parti nous parlaient de la difficulté, une fois que ces programmes-là ont été testés, une fois comment faire le tremplin pour poursuivre. Merci beaucoup. Et Mme Saint-Pierre? Oui, alors évidemment, Culture à l'école, c'est un programme qui existe déjà, un programme qui est conjoint avec le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation. Et effectivement, il faut poursuivre ce programme-là et l'accentuer. Il y a le mois de la culture, c'est aussi un élément, un moment important pour que les jeunes puissent être encore plus sensibilisés à la culture. Moi, je vois également le rôle de Télé-Québec. Télé-Québec est un producteur d'une télévision éducative qui produit des émissions pour enfants, mais Télé-Québec doit aussi voir à ce que les jeunes s'initient à la culture, s'initient au fait d'avoir la curiosité, soit d'aller voir un spectacle, soit d'aller entendre un concert ou aller au musée. Et il y a également les sorties scolaires qui sont majeures. Et j'entends bien le message de dire que ce n'est pas tous les élèves qui ont accès à ces sorties scolaires et il faut accentuer. Et j'irai encore plus loin, faire en sorte qu'il y ait des sorties scolaires interrégionales, c'est-à-dire que des enfants de la Gaspésie puissent venir voir un spectacle à Québec ou aller voir un spectacle à Montréal et vice-versa. Je pense qu'il faut absolument faire en sorte que ça soit encore plus fort. Merci.
l'accès à la culture pour les jeunes. Merci beaucoup à vous trois pour ces déclarations d'ouverture d'1 minute, à quelques secondes près. Vous avez maintenant 15 minutes pour débattre du sujet. Alors, je vous propose d'y aller plus spontanément, de faire de courtes interventions, mais après avoir quand même demandé un droit de parole. Et je vais essayer de m'assurer de l'équité dans le temps de parole, qui est à vous relancer un peu plus tard par des questions, des questions de relance. Voilà. Alors, qui veut se lancer? Agnès Maltais? Je peux y aller. Je veux quand même souligner ce qu'on a fait très récemment. Tout le monde sait qu'on veut... Et je veux en parler parce que ce projet-là est remis en question par un parti qui n'est pas ici. On veut faire le projet Diamant, mais on a profité de ce mouvement-là pour travailler avec les gros becs qui, depuis des années, se cherchent une place, qui sont pris au Théâtre de la Bordée, sur la rue Saint-Jean. On va les amener dans la caserne de Robert-Lepage, l'ancienne, qui va être libérée. Puis comme ça, on transfère, puis on les appuie. Ils vont être à côté du musée de la civilisation. Vous vous rendez compte de la synergie que ça va provoquer? Alors, d'un mouvement, de besoin d'un artiste qui était Robert Lepage et le Diamant, on provoque une synergie, puis on récupère un investissement, on récupère ce qu'on avait mis dans la caserne, on le donne au gros bec, on le colle sur le musée. Il va y avoir une explosion, et ces synergies-là, il faut les créer. Puis on va faire en plus le site d'Alousie en avant, ce qui va donner une immense ouverture sur le fleuve. Donc, il y a moyen de penser les projets ensemble. La synergie, elle doit se créer. Merci. Qui veut poursuivre en donnant plus de détails sur des engagements que vous avez? Oui, Marielle Duchesne? Sur les 4 manifestations culturelles, je pense que oui, c'est l'éveil à la culture que ça permet, mais dans une visée de développement de public aussi, il y a quelque chose d'intéressant à aller creuser dans cette mesure-là. Je reviens sur la question des conservatoires du Québec. Je sais qu'il y a des coupures qui ont été faites dans la dernière année, qui ont obligé, entre autres, qui ont réduit la qualité de l'enseignement, qui réduisent aussi l'offre de formation, entre autres pour les arts dramatiques. Il y a quelque chose, puis là, on est en processus de consultation pour d'autres coupures en vue, tout ça. On sent des inquiétudes de la part des représentants, des professeurs des conservatoires du Québec. Je pense que ça va être important de les écouter, de les entendre et de réagir rapidement parce que les conservatoires, c'est aussi toute la formation. Il y a d'autres milieux aussi qui font d'excellentes formations, mais il y a une formation très particulière au Conservatoire du Québec qu'il faut garder. Merci. Oui, Mme Saint-Pierre? Je pense que j'aimerais avoir les statistiques concernant les compressions dans les conservatoires. Enfin, c'est pas ce qui s'est produit lorsque nous étions là, nous étions aux commandes. Au contraire, on a voulu faire en sorte que les conservateurs prennent plus d'envol en faisant celui de Montréal. Et il y a un projet sur la table qui est bien présent ici à Québec et vous en êtes très, très conscients, c'est de regrouper les conservatoires dans un seul endroit. La culture chez les enfants, c'est tellement important, c'est tellement fondamental. C'est là qu'on développe ce goût de consommer des biens culturels. C'est là qu'on se développe le goût de la lecture. Et plus nous allons amener des enfants vers des lieux de culture, plus ils vont avoir cette curiosité, ils vont vouloir y aller, ils vont même traîner leurs parents pour y aller. À l'inverse, également, il faut qu'on amène la culture à l'école. Il faut aussi que les conventions collectives soient respectées. J'ai eu, moi, des gens qui sont venus me voir, des comédiens membres de l'UDA, qui se sont rendus compte qu'il y a des commissions scolaires qui ne respectaient même pas les conventions collectives de l'Union des artistes. Alors, il faut aussi être conscient de ça, que les conditions de travail des artistes, elles sont déjà pas très, très, très reluisantes. Il faut quand même qu'on leur donne les conditions de travail qui sont prévues par l'Union des artistes. Et je reviens au rôle de Télé-Québec. C'est pas rien, Télé-Québec. C'est à la grandeur du Québec. Et Télé-Québec a un rôle fondamental à jouer en termes de sa vocation de télé éducative et pour aller rejoindre ces jeunes qui sont pas nécessairement dans les grands centres, mais qui sont aussi dans des endroits qui sont pas nécessairement accessibles directement. Oui. Madame Maltais? Je vous entends et je me dis que je n'ai pas vécu 9 années de gouvernement libéral pour... tout ça aurait pu se réaliser, il aurait pu y avoir des actions dans ce sens-là. Mais je suis d'accord avec Mme Saint-Pierre. Oui, les conservatoires, il n'y a pas eu de coupure dans l'offre de formation, je voudrais le dire tout de suite, puis je suis pas mal au courant de ce qui se passe là-dedans. Il n'y a pas eu de coupure, mais il y a un problème. Il y a un problème de déficit et ça n'a pas été réglé dans le passé. On ne les a pas soutenus, puis ils sont rendus dans des difficultés. Alors, les consultations, c'est pas pour les couper, c'est pour les soutenir puis trouver des moyens avec les artistes, avec les professeurs, avec les conservatoires. Pourquoi? Parce que c'est un de nos fleurons, les conservatoires. Puis ça, je suis d'accord là-dessus. Les conservatoires, là, les gens qui sortent de là sont engagés à travers le monde. Ce sont les gens qui, après ça, nourrissent notre télé, nourrissent nos théâtres, nourrissent nos orchestres. Ils sont très importants. Donc là, il y a du travail à faire, mais c'est pas pour les couper. C'est parce qu'ils ont besoin d'aide. Puis il est temps de s'en occuper. Puis ça, on va le faire. Une chose que je vais ajouter aussi, c'est
on a lancé un nouveau volet. Vous connaissez le programme La culture à l'école. On a ajouté récemment un nouveau volet. C'est de donner la possibilité à un artiste, un écrivain ou un organisme culturel professionnel, ça peut être aussi des organismes, de vivre une expérience de résidence en milieu scolaire pour peut-être en arriver à créer une œuvre. Et il y a des projets pilotes, il y en a 2 dans la région, il faut le savoir. Il y en a un à l'école Marguerite Bourgeois, qui va accueillir Marie-Dominique Bédard pour un projet d'art visuel. Et il y a à Saint-Jean-Port-Joli, il y a la conteuse Arlène Thibault qui va réaliser un projet de création de contes sur le thème de l'imaginaire. Alors, c'est l'artiste qui va créer à partir de la matière des jeunes. C'est un nouveau volet qui avait été beaucoup demandé. Puis ça, je suis très, très fière de dire que mon collègue Makakoto, qui n'est pas présent à ce débat régional, est très fier de... Moi, je suis très fière de ce qu'il a fait pendant ce 18 mois-là, dont ce nouveau volet-là. Alors, oui, je rappelle, madame, oui, allez-y, puis ensuite, Madame Duchesne. Madame débat Saint-Pierre. régional, je pense que lorsqu'on est ministre de la Culture, on est ministre de la Culture de tous les Québécois et on représente toutes les régions du Québec. Alors, tout ça pour dire que il y a des choses... On parle des jeunes et de la culture et on est tout le monde, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde sur cette question-là. Maintenant, bien sûr, ça prend de l'énergie, puis ça prend on va en parler plus tard, le nerf de la guerre, bien sûr, c'est le financement. Mais il en demeure pas moins qu'il faut également qu'on ait une façon de sensibiliser les parents pour qu'ils consomment également de la culture et que ça soit présent dans la maison. Il y a également toute la question de la lecture. Moi, je pense que faire en sorte que les enfants lisent davantage, ça n'est que gagnant. Et je termine sur la question des nouvelles technologies. On peut se servir des nouvelles technologies de façon extraordinaire avec les enfants. Ça les amuse, ils ne trouvent pas ça embêtant, ils ne trouvent pas ça en guillemets, plate, et on peut être capable, avec les nouvelles technologies, de faire en sorte qu'on va encore faire en sorte que les enfants soient encore plus intéressés à ce qui se passe dans le milieu culturel. Merci. Donc, un outil. Madame Duchesne? Oui, bien, je voudrais ajouter, je vais revenir sur la question des conservatoires, parce qu'en tout cas, on a mis à notre attention quand même des inquiétudes des représentants des professeurs des conservatoires du Québec, et entre autres, en vue des prochaines coupures, les consultations, la crainte est vraiment au niveau des régions, que les conservatoires, donc les régions écopent et ne puissent plus offrir la formation de qualité. Donc, si c'est pas ça qui se passe actuellement dans les consultations, il faudrait les informer, là, parce qu'il y a des inquiétudes qui sont dites sur la place publique. Il va toujours bien falloir réagir et rectifier le tir si c'est pas ça qui se passe. On nous a aussi informé de la réduction du temps en musique, entre autres, des cours de piano, des heures de formation qui ne sont plus offertes, des cours de moins en art dramatique qui ont été obligés de sauter. On sait que ça vient du déficit, mais maintenant, comment est-ce qu'on peut faire autrement sans affecter la qualité de l'enseignement qui est offert aux étudiants et étudiantes qui sont des jeunes? C'est ce qu'on va trouver avec les gens des conservatoires. Il faut aller chercher des solutions et avec l'aide du gouvernement, parce qu'il va falloir être là. Christine Saint-Pierre parlait tout à l'heure d'interpeller les parents. Dans le dernier budget qu'on a présenté, mais pas voté, on veut ajouter un crédit d'impôt de 20 % l'annoncer pour la pratique d'activités physiques, artistiques et culturelles. Ce que disait Marc Gourdeau tout à l'heure, c'est bien beau le sport. Le crédit d'impôt va aussi être ouvert pour que les parents puissent bénéficier quand ils font faire des pratiques artistiques et culturelles. Parce qu'aussi, quand tu penses lutte au décrochage scolaire, tu penses activité parascolaire, tu penses à amener tes jeunes dans d'autres univers qui sont parallèles à l'univers scolaire. Et l'univers culturel, on n'en parle pas assez souvent. C'est un formidable outil. La pratique artistique, chez les jeunes, c'est un formidable outil de déblocage et de déblocage personnel et de raccrochage. Oui. Je vais justement le mot de blocage. Écoutez, les gens nous ont suggéré des questions et l'une des questions, vous y avez déjà en partie répondu, c'était celle-ci. Quels moyens mettrez-vous en place pour assurer que tous les enfants puissent fréquenter assidûment les arts et la culture? Alors, vous l'avez dit, mais ça soulève l'autre question des blocages apparents dans les maillages dont vous parlez. Est-ce qu'un meilleur arrimage entre le ministère de la Culture et des Communications et le ministère de l'Éducation devrait être envisagé pour faciliter cette présence des arts à l'école? Les programmes existent depuis longtemps, mais il y a encore des blocages réels. Oui, les programmes existent depuis longtemps. Les blocages, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, parce que les fonctionnaires au ministère de l'Éducation et les fonctionnaires au ministère de la Culture travaillent en collaboration, travaillent très bien ensemble. Mais lorsque Mme Maltais disait tout à l'heure, on a réduit le montant, le coût d'entrée pour les enfants dans les musées, ce qui est une très bonne initiative, très bonne nouvelle, mais en même temps, les musées ont augmenté leurs tarifs pour les adultes.
Alors, ce qu'on donne d'une main, on l'enlève de l'autre. Alors, les parents, peut-être ça coûte moins cher pour amener des enfants au musée, mais ça leur coûte plus cher, eux, pour entrer au musée. Alors, on donne une version de l'histoire, puis on ne donne pas l'autre version de l'histoire. Donc, il faut quand même donner tout le portrait. Puis, ce que Mme Duchesne dit concernant les conservatoires, s'il y a eu des compressions au conservatoire récemment, c'est une nouvelle. J'espère que vous allez avoir quelque chose pour le documenter, parce que c'est grave. Mais plus que ça, en région, Val-d'Or, j'ai moi-même annoncé la mise aux normes du conservatoire dans la région de l'Abitibi. Alors, le Parti libéral du Québec, il croit au fait que les conservatoires dans les régions doivent avoir tous les moyens pour faire la formation des moyens dont ils ont besoin. Puis il faut également que les écoles qui donnent des cours à des enfants, des écoles de musique, des écoles d'art, bien, elles aussi, ces écoles-là, elles aient les moyens de le faire. Oui, Mme Maltais. Je comprends qu'on y croit au Parti libéral, mais on a laissé déraper les choses. Et là, il faut vraiment aider les conservatoires, puis on va le prendre à bras-le-corps parce qu'on y croit, mais on ne fait pas juste y croire. On va travailler avec eux autres pour trouver une solution. L'autre chose que je veux dire, c'est, je vous ai dit tout à l'heure dans mon mot d'intro, la table nationale éducation-culture, elle n'existait plus. C'est pas parce que les fonctionnaires ne veulent pas se parler, c'est parce qu'il faut voir comment ces deux univers sont différents. À l'éducation, il y a des commissions scolaires. Alors, traverser tout le réseau là, de l'éducation, des commissions scolaires, des directions régionales, et après ça, se rendre aux écoles, parfois, c'est compliqué. Alors, pour défaire les blocages, il y avait avant, sur le Parti québécois, une table nationale éducation-culture, et elle est remise sur pied. Ça se passe au niveau des sous-ministres. Fait que là, tu travailles au niveau des structures, puis tu envoies ce que j'appelle t'envoies des commandes, là, mais à partir d'en haut, ça aide à débloquer les affaires. Moi, je suis sûre que si vous demandez aux gens qui ont déjà été là-dessus, je pense à Louise Allaire, elle va vous dire qu'elle est assez contente de voir que la table existe à nouveau. Ouais. Il faut travailler sur les structures. Mais il y a des lourdeurs dans les structures. Voilà, c'est ça. Ben, il faut aider facile. les gens à cheminer dans les structures. C'est pour ça qu'il faut que les deux sous-ministres se rencontrent directement, que les ministres envoient les appels. Ça aide. Il faut travailler ces structures comme il faut travailler ses parents. Il faut travailler sur toute la chaîne de l'implication de la jeunesse dans le monde, de la culture. Madame Duchesne, sur la même question, là, comment faciliter la rencontre des arts, de la culture et des enfants? Bien, moi, je pense que quand on parle d'assurer 4 manifestations culturelles à chaque école pour chaque élève, déjà, c'est un pas, mais il ne faut pas que ça soit fait en parallèle. Il faut que ça fasse partie, que ça soit au cœur du programme d'éducation. C'est sûr que si on ajoute ça en plus de tout ce qu'il y a à faire, c'est que là, on ajoute une lourdeur au système d'éducation, tandis que si c'est partie prenante à l'intérieur et que ça fait partie du système d'éducation, ça sera beaucoup plus facile par la suite d'assurer l'éveil à la culture dès le départ, là. Mais est-ce que ça veut dire intégrer... est-ce que tous les enseignants sont prêts à faire ça, à intégrer ça dans leur programme et dans leur vie de classe? C'est une question que je vous pose comme ça. Qu'est-ce que vous en savez? Ils ne sont pas tous... Il faut 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Parce qu'il y a des nouveaux enseignants qui arrivent, ils sont attirés aussi par d'autres événements. Alors, il faut promouvoir la pratique artistique professionnelle comme ayant droit de citer dans nos écoles ou que les écoles aillent dans les théâtres. Alors, il faut toujours dans les théâtres, dans les musées, dans les lieux de danse, dans nos salles. Alors, il faut 100 fois sur le métier remettre notre ouvrage et c'est pour ça que c'est important de travailler sur toute la chaîne. Voilà, oui. Voulez-vous ajouter quelque chose là-dessus? Oui? En fait, je ne suis pas toujours d'accord avec non. Mais ça arrive. Parfois, vous êtes d'accord. Ben, en culture, on s'entend. Mais ce sont les deux éléments, comme je le disais tout à l'heure. Le faire à l'école, il y a le mois de la culture, il y a des choses importantes qui se font à l'école, mais il faut aussi sortir les enfants des écoles pour qu'ils puissent avoir accès à ces lieux de culture parce qu'ils découvrent la magie. Il y a des choses qui se passent. Et lorsque les enfants sont sortis de leur milieu scolaire, qu'on les amène dans un théâtre, ils sont... ça démystifie un peu l'image que les lieux culturels peuvent avoir. Avec des artistes, mais amener également des artistes à l'école, des artistes connus, des gens leurs visages sont connus, des gens peut-être moins connus, mais des gens qui sont connus et qui sont des personnages. Et je reviens à toute la question des nouveaux médias. Moi, je pense que c'est un outil formidable. Et c'est avec ça qu'on va développer encore plus ce goût. Oui. Mais qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Il n'y a pas encore de grande politique du numérique au Québec. Alors... nous avons dévoilé récemment une stratégie du numérique. Et je voulais en parler tout à l'heure dans le financement, mais on va mettre 150 millions de dollars pour prendre le virage numérique. Il faut prendre le virage numérique.
On a les gens, là, actuellement, ils achètent sur Amazon, ils achètent sur Netflix. Il faut qu'on soit présent sur le net de façon importante. Il faut que la vie artistique, notre vie culturelle québécoise soit sur le net. Et il faut que vos œuvres soient sur le net. Il faut ce virage-là. Il est important. Quand on parle de disques, par exemple, en chanson, on est en train de manquer le bateau. Tous les producteurs le disent. Il faut être beaucoup plus actif sur le livre. Il faut aider nos librairies. Mais revenons aux jeunes. Oui, aux jeunes qu'on veut rapprocher de la culture. Mais là, vous avez dit stratégie numérique. Ben, c'est ça, comment le numérique, quel rôle l'État pourrait-il jouer dans le fait d'utiliser le numérique pour rejoindre des jeunes et les amener vers la culture, Christine Saint-Pierre? Bien, en fait, la stratégie numérique, le gouvernement a continué ce que nous avions lancé, c'est-à-dire il y a eu les travaux qui ont été faits par le CALC, par la SODEC. M. Bachand avait mis 20 millions de dollars dans son budget sur la stratégie, pour faire la stratégie numérique. La première année, le budget Marceau l'avait rayé de la carte. Bon, c'est revenu. Il y a 100 millions, c'est pour de l'équipement sur 7 ans. Et il y a 50 millions, c'est dépendant sur 5 ans, s'il va y avoir une augmentation des budgets. C'est un peu ce qu'on a compris. La phrase est tellement alambiquée qu'il n'y a rien à comprendre là-dedans. Peut-être que Mme Maltais va pouvoir nous en dire plus long. Tout ça pour vous dire que la question des nouvelles technologies, c'est effectivement un outil majeur. Mais en même temps, pouvoir aller chercher des œuvres et le mettre sur les plateformes, ça prend aussi des droits. C'est pas si simple que ça. Il y a des droits d'auteur à payer. Il faut le consentement des artistes et des artisans pour pouvoir Oui, Mme Duchesne, la position de Québec solidaire là-dessus, sur l'avenir numérique du Québec, mais précisément pour la valorisation de la culture et le rapprochement des jeunes. Oui. Bien, je voulais juste revenir rapidement sur le fait, quand on parle de manifestation culturelle, pour moi, ça ne se passe pas nécessairement assis dans une salle de spectacle toujours. Il y a assez de créativité, il y a assez de production artistique pour explorer différents pans de la culture au niveau. Puis je pense encore une fois que si ça fait partie des programmes, si ça fait partie de l'éducation qu'on veut donner à nos enfants, il y aurait quelque chose à explorer là. Au niveau du numérique, ce que je peux dire, c'est qu'un gouvernement solidaire mettrait en place une politique culturelle du Québec. Et ça, bien sûr, ça se ferait en discussion avec les milieux culturels concernés, tout d'abord et avant tout. Parfait. Merci. Merci à vous trois. Alors, on va enchaîner avec le deuxième thème de la discussion, l'accroissement du financement de base des activités artistiques et culturelles. Marc Gourdeau nous a tracé un portrait un peu sombre, un petit peu de ce qui est possible maintenant. Alors, le gouvernement du Québec doit impérativement assumer ses responsabilités en matière de financement des activités culturelles, notamment en assurant, dans un premier temps, la croissance et la récurrence des ressources financières dévolues au Conseil des arts et des lettres du Québec afin qu'il puisse mieux soutenir les artistes et le financement de base des organismes artistiques, et dans un deuxièmement, en assurant l'accroissement des ressources financières dévolues au budget de transfert du ministère de la Culture et des Communications, dédié plus spécifiquement à la diffusion professionnelle des arts et de la culture. Alors, tout d'abord, sur cette question du financement des activités artistiques, 1 minute de déclaration d'ouverture, 1 minute chacune. On commence cette fois par Marie-Ève Duchesne. Ça va être très simple. Notre position Québec solidaire se résume à ceci. Donc, nous voulons augmenter de façon substantielle le financement dédié à la réalisation de projets artistiques professionnels, mais on veut aussi appuyer financièrement le développement des pratiques artistiques alternatives et émergentes dans l'ensemble de la population, mais en s'assurant d'une répartition équitable dans les régions. Aujourd'hui même, Québec solidaire sortait son cadre financier, oui. Donc, ce qui est proposé par Québec solidaire, c'est un 60 millions additionnel dans le Conseil des arts et des lettres du Québec et la Société de développement des entreprises culturelles afin de soutenir, encore une fois, la production artistique dans toutes les régions. C'est la proposition que l'on va mettre de l'avant officiellement. C'est dans notre cadre financier que je vous invite à consulter si vous avez des doutes budgétaires sur ceci, parce qu'on a vraiment réfléchi et on vous promet un cadre financier qui se tient. Merci, Mme Duchesne. Deuxième intervention, Mme Maltais. 1 minute. Évidemment, le financement de la culture, c'est important. Et une grande partie du financement des artistes vient du CALC, du Conseil des arts et des lettres. Je ne suis pas gênée de me tenir devant vous, puisque à l'époque, au dernier mandat où on a eu du temps, mandat majoritaire de 1998 à 2003, où j'étais ministre de la Culture, avec Diane Lemieux qui a pris la succession, rappelez-vous, les budgets du CALC étaient à 49 millions et en 3 ans, on les a montés à 69 millions. On a fait ça en 3 ans. On a pris 20 millions,
puis on les a montés sur 3 ans, puis on en a fait une récurrence. Quand on met de l'argent dans la culture, il ne faut pas que ce soit en réserve que tu utilises comme tu veux. Il faut que tu ailles direct, au calque, non tagué. Et c'est comme ça qu'on a travaillé, nous autres. Véritablement non tagué. On l'a envoyé au Conseil des arts et des lettres. Ça, on va en revenir là parce que c'est important. Toutefois, dans le dernier budget, dans le premier budget, le ministère de la Culture est l'un des 4 ministères à avoir eu une hausse de budget. Ça a été un des 4 ministères qu'on a privilégié. Merci, Mme Maltais. Vous y reviendrez. Madame Saint-Pierre, s'il vous plaît. Alors, je vais enchaîner. L'augmentation du budget, c'était pour l'Orchestre symphonique de la salle de l'Orchestre symphonique de Montréal. Les budgets en culture, entre 2003 et 2012, ont augmenté de 35 % sous notre gouvernement. À chaque année, il y a eu des augmentations de budget. Les budgets n'ont jamais été gelés et n'ont jamais régressé. Cependant, c'est clair que les besoins sont énormes, sont immenses. Lorsque j'étais ministre de la Culture, il y a des gens ici qui en ont été témoins, on a multiplié les efforts. La porte était toujours ouverte, j'ai toujours rencontré les gens, on a toujours essayé de trouver des solutions. Évidemment, c'est pas évident, c'est pas facile, et je n'irai pas vous dire ici que, bon, voilà, on va faire comme le Parti du gouvernement québécois a fait lors de la dernière campagne électorale, vous allez avoir 80 millions, puis il arrive au budget, puis il n'y a rien qui est livré. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte que lorsqu'on est au gouvernement, lorsque le ministre de la Culture se présente devant le ministre des Finances, lorsque le ministre des Finances prépare son budget, il faut que le ministre de la Culture arrive avec ses priorités. Il faut que le ministre de la Culture dise, voici ce que je veux dans le prochain budget, et que de l'autre côté, on l'écoute aussi. Merci beaucoup. Alors, écoutez, on arrive aux 15 minutes de débat plus libre. Alors, je vous invite à continuer. Il suffit de me faire signe et vous parler. Vous voulez continuer? Sur les débats, oui. Comment ça fonctionne? Parce que la madame là-bas, elle lève oui, son ça, carton, même quand on est en débat. Non, mais même quand on est en débat, elle levait le carton tout à l'heure. Non, je n'ai pas remarqué. Non. C'est pour la minute d'ouverture, okay. C'est ça. Bon, alors là, la minute d'ouverture est passée. Vous avez fait chacune votre minute. C'est le temps d'y aller. On a 15 minutes. Allez, vous voulez poursuivre? C'est le nerf de la guerre, on va le dire. L'argent, toujours l'argent. Il faut absolument qu'il y ait une prospérité économique pour que les ministères aient plus d'argent. Je veux dire, l'assiette, là, elle est là, et l'assiette, elle est très, très... Et chaque ministre, chaque ministère va défendre son steak lorsque le ministre des Finances prépare son budget. Ça prend un ministre des Finances qui est sensible, ça prend un président du Conseil du Trésor qui aime les arts et qui aime la culture. Ça, c'est déjà en partant, ça prend ça. Mais il faut aussi comprendre que tant qu'il n'y a pas de prospérité économique, tant qu'on ne développe pas le Québec sur le plan des investissements, bien sûr qu'il n'y a pas d'argent qui rentre dans les coffres du gouvernement. Quand on a 26 000 emplois qui sont perdus en février, bien, ce sont des gens qui paient moins d'impôts, ce sont des gens qui consomment moins, puis la première chose qu'ils vont couper, c'est en culture. Alors, c'est une question, il faut que la roue tourne. Oui, donc créer de la richesse. Madame Maltais? Les 26 000 emplois perdus qui reviennent, alors que l'Institut de la statistique a dit que l'année dernière, il y a eu 48 000 emplois créés, la majorité à temps plein. Bon, mais ce n'est pas le débat économique qu'il y a aujourd'hui, c'est le débat culturel. On va quand même y revenir. Écoutez, nous n'avons eu que 18 mois. Vous savez ce qu'on a fait en 18 mois. Réduction des prix des musées et des grands investissements dans la culture, investissements dans les écoles. Maintenant, ce qu'on veut faire, ce qui est la priorité qu'on nous a indiquée pour la première année, là, celle qui s'en vient, c'est la stratégie numérique. C'est vraiment important. 150 millions, 100 millions aux immobilisations, 50 millions pour la réalisation, pour l'activation. Donc, il y a de l'argent qui va aller dans le domaine des arts, dans le domaine de la culture là-dedans aussi. Ça fait partie du financement des arts, mais il faut absolument prendre ce virage numérique parce que de ça dépend 2 choses. Un, bien sûr, du financement. Parce que la culture, je m'excuse, mais vous le savez, vous êtes aussi des commerçants dans le sens où vous vendez un produit, mais il faut que le prix soit le plus bas possible parce que c'est d'abord une forme d'art. C'est d'abord de l'art, puis il doit être accessible. L'accessibilité est fondamentale. Oui, je ne suis pas gênée de dire le mot produit culturel, moi, mais je ne suis pas gênée non plus de dire œuvre d'art et finançons l'œuvre d'abord et la création d'abord. Mais il faut absolument que donc vous soyez soutenus, mais il faut qu'il y ait des gens qui puissent l'acheter, mais il faut que vous soyez sur le marché, mais il faut aussi qu'on existe dans le monde. Et pour exister dans le monde, il faut exister sur le net. Et la stratégie numérique, elle est importante à ce moment-ci, parce qu'on ne s'en est pas occupé et que de la vie de tout le monde, dans tous les domaines, en musique, en danse, et je pense beaucoup à la chanson, on est en train de rater
ce virage. Il faut le prendre. Il faut penser à toutes les formes d'art. Elles doivent être disponibles dans cet univers-là. Rater ce virage-là, c'est rater une chance de développement extraordinaire, bien sûr, mais c'est rater notre place dans le monde. Merci, Mme Maltais. Mme Duchesne. Oui, bien, Mme Saint-Pierre, écoute, je vous annonce que dans notre cadre financier, nous avons des solutions pour aller chercher l'argent. Donc, seulement en créant Pharma Québec pour la santé, les redevances minières, la lutte à la corruption et à l'évasion fiscale, on va chercher assez d'argent pour investir massivement dans la culture. Ça, je vous rassure. Concernant j'aimerais vous entendre là, sur aussi le projet mécénat qui a été l'investissement de l'argent, tout ça, qui passe beaucoup par le privé. Personnellement, je ne vais pas être la seule ici ce soir à avoir des inquiétudes. Je pense qu'il y a peut-être des choses intéressantes dans la façon de fonctionner avec le privé, puis l'appariement qui est fait ensuite par la suite. Mais il y a quand même des inquiétudes qui restent. Qu'est-ce qui arrive le jour où le privé ne répond plus à l'appel? Est-ce qu'on reste toujours dépendant du privé? Pour moi, ça passe d'abord et avant tout par un financement public. J'aimerais pas. Mais il y a toujours eu du financement public, mais il y a toujours eu aussi, à côté de ça, des efforts des organismes culturels pour aller chercher du financement privé, qui sont moindres, beaucoup moindres. Mais mécénat culture, c'est si tu vas chercher de l'argent au privé que tu as un appariement. Donc, si tu n'en as pas, tu n'as pas d'appariement, mais ça a été... Moi, je pense... et je vais le dire, Christine, là, je ne suis pas gênée de dire quand il y a des bons coups de fesse. Ça a été apprécié dans le milieu culturel, le mécénat culture. Maintenant, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à je pense que c'est M. Corbeau, de nous faire un rapport sur la philanthropie. M. Lassonde, un groupe, pour essayer de voir comment... Est-ce qu'on est sur les bonnes pistes? Est-ce qu'on peut l'accentuer? Mais c'est pas ça, le financement de la culture ne vient pas d'abord de la philanthropie. La philanthropie permet, par exemple, d'appuyer des projets d'immobilisation, d'appuyer quelques projets spécifiques. Mais les gens d'affaires, ils veulent que tu connaisses exactement à quoi ça va servir. Tandis que quand tu parles d'art, quand tu parles de culture, il faut que tu soutiennes d'abord la création. Et c'est pour ça que le financement public est si important. Et que jamais un gouvernement, ni du Parti québécois, ni du Québec, n'oserait abandonner sa culture. C'est totalement... Ce serait une aberration, cette culture. C'est le fondement de la nation. Ouais. C'est notre langue aussi. C'est ça, c'est notre identité. Oui. J'ai envie de tout de suite... Oui, Mme Saint-Pierre, allez-y. J'étais à un moment donné en voyage à l'étranger, puis il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce que vous mettez dans votre eau. La culture est tellement présente au Québec, la culture est tellement forte, la culture est tellement vivante. Il y a quelque chose qui se passe ici. Puis on a fait Québec Horizon Culture. À Montréal, on a fait rendez-vous Montréal Métropole culturelle et on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Sur la question du mécénat, oui, ça a été une inquiétude lorsque Placement de culture a été créé par ma collègue, Mme Lynne Beauchamp, parce qu'on se disait, l'État va se désengager, mais non, il faut qu'il y ait des investissements privés en culture, il faut que le mécénat soit là. Le diamant que nous avons annoncé et que le gouvernement du Québec a réannoncé, tant mieux, puis je suis très fière de cela, parce qu'on a fait plusieurs rencontres avec M. Robert Lepage. Le diamant, c'est 30 millions du gouvernement du Québec, mais il y a un autre 30 millions à aller chercher ailleurs, puis il faut que le monde soit là, puis répondre présent, puis il faut aller leur tendre la main, puis il faut aussi leur dire merci à ces gens-là. L'agrandissement du Musée des Beaux-Arts à Québec, National des Beaux-Arts, c'est aussi il y a un geste de mécénat culturel majeur là-dedans. Voilà. Et il ne faut pas lever le nez là-dessus. C'est important, puis il faut l'accentuer, puis il faut l'encourager, puis il faut trouver le moyen qu'il y en ait encore plus. Oui, Mme Duchesne, là-dessus? C'est là-dessus? Non, c'est sur... en fait, je voulais apporter aussi au débat, on parle de financement, tout ça, mais je pense qu'on parlait tantôt d'un autre sujet qui est les conditions de vie des artistes. Pour les membres de Québec solidaire, on est très préoccupés par l'absence de filet social pour les artistes. On sait que la majorité gagne moins de 15 000 $, que une grande majorité, plus du tiers, sont des travailleurs, des travailleuses autonomes, donc pas de protection. Je pense qu'il faut réfléchir aussi dans l'urgence. Je bloque ça dans le financement parce que, bon, l'argent, c'est les institutions, c'est la créativité, mais c'est aussi nos conditions de vie. Donc, il faut réfléchir avec les regroupements d'artistes aux meilleures façons d'assurer des conditions de vie décentes, un filet social pour nos artistes. Et ça pourrait prendre quelle forme?
Écoutez, nous, on met déjà de l'avant un revenu minimum garanti qui viendrait donner un montant de base là, pour commencer dans l'immédiat, dans un advenant un gouvernement solidaire qui commencera à 12 600 $ par année en vue de sortir de la pauvreté dans les années. Alors, écoutez, c'était l'une des questions proposées par des gens, donc, à l'avance pour le débat. L'une des questions de relance, justement, le fait qu'une grande partie des artistes vivent dans la pauvreté. Qu'est-ce que votre programme prévoit, on connaît le vôtre maintenant, pour améliorer les conditions socio-économiques des artistes? Écoutez, Madame Maltais. On a dit qu'on allait investir dans les arts. La stratégie numérique, la première année, va nous permettre déjà d'investir dans le fonctionnement, d'avoir des retombées. Ce n'est pas une période facile pour les investissements dans les arts, ça on le sait, comme dans tous les autres, mais on augmente le budget du ministère de la Culture régulièrement. Maintenant, vos conditions de travail ne peuvent... Il y a les conditions de travail des artistes, mais il y a aussi tout autour, où il y a une vie culturelle, plus que aussi seulement une forme d'art. Quand on parle d'accès dans les écoles, c'est aussi parce qu'on veut que des artistes professionnels en profitent et qu'on veut que les écoles viennent vendre, viennent acheter plus de produits, donc que vous ayez plus de revenus. C'est organique, la culture. Il faut la prendre par tous ses bouts. Alors, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de toutes les façons d'investir dans la culture. Mais en même temps, s'il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de culture, Madame Saint-Pierre, parce que ça aussi, on demande, depuis 10 ans dans le milieu, les gens du milieu culturel demandent qu'une partie croissante des fonds du calque aille précisément aux artistes et à la création. Alors, la position du Parti libéral là-dessus? Bien, tout d'abord, le calque, il y a un conseil d'administration, puis le conseil d'administration décide un peu des orientations également du calque. Moi, je dois dire, sur les conditions de vie des artistes, oui, il y a peut-être encore, il y a évidemment du chemin à faire encore, mais je vous rappelle que, par exemple, les danseurs, jusqu'à il y a quelques années à peine, n'étaient pas couverts par la CSST lors de leur répétition. C'est-à-dire que tu pouvais répéter, te blesser, pas être capable de faire le spectacle, de danser, faire la production, puis tu n'étais pas couvert par la CSST. C'est une aberration complète. Alors, il faut trouver aussi, à chaque fois qu'on en a la possibilité, des moyens pour améliorer les conditions de vie des artistes. Et c'est encore ma collègue qui a fait la politique pour mieux vivre de l'art. Tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose sur les infrastructures, puis ça m'a un petit peu, pas choquée, mais moi, là, la question des infrastructures culturelles, quand on a eu le programme des infrastructures, qu'on ait décidé de mettre plus d'1 milliard de dollars en infrastructures culturelles, j'en étais très fière. Pourquoi? Parce que j'étais allée dans des endroits au Québec, bon Dieu, j'avais honte de voir où est-ce que nos artistes produisaient. C'est-à-dire, tu te produis dans des endroits, le feu, ça va prendre en feu. Les gens sont assis sur des bancs de bois. Ça n'avait aucun bon sens. Alors, si les artistes ont des conditions pour se produire avec de bons équipements, avec du son qui fonctionne, avec ceux qui vont sur les planches doivent le savoir, avec des gens qui sont bien assis dans la salle pour bien jouir du spectacle, ça donne, ça vient amener de l'eau au moulin. Et moi, j'ai cru énormément. Il y a des endroits au Québec, là, la culture, les installations culturelles, vous n'avez pas idée de quoi ça avait l'air. Il y avait une mise à niveau nécessaire. Mais revenons aux conditions. conditions. Fondamentale. Madame Duchesne. Mais ça vient ajouter aux conditions, ça. On parle de conditions socio-économiques. Je pense que quand on parle de conditions socio-économiques, il faut voir ça comme un projet de société. On a bien sûr l'idée d'un revenu minimum. On commence à 12 600, mais c'est vraiment dans le but d'atteindre le seuil de faible revenu dans quelques années. Il y a c'est pas en privatisant les services publics, c'est pas en haussant l'ensemble des tarifs d'une société qu'on va améliorer les conditions de vie des gens. On parle d'artistes, on parle de gens en situation de pauvreté. On a besoin d'un projet de société, de faire les choses autrement. Puis ça, c'est vraiment le projet de Québec solidaire, donc annuler des hausses de tarifs, gel d'Hydro-Québec, annuler la hausse qui a été annoncée sur les CPE, permettre, éliminer la taxe santé, la gratuité scolaire. Voilà, ça, c'est un projet de société qui touche directement les conditions socio-économiques. Je reviens un peu avec, non pas le privé, la place du privé dans la culture. Je pense qu'on s'entend que tant mieux si le privé y est, mais comment trouver un équilibre juste entre les grands projets d'infrastructure, de développement, je pense à l'amphithéâtre aussi, qui a quand même une vocation culturelle, et le soutien à des gestes culturels locaux produits par des troupes petites que peut-être Placement Culture ne viendra pas aider parce qu'il n'y a pas assez d'argent là, ou il n'y a pas une forme de théâtre assez populaire. Il faut investir. Je prends l'exemple du théâtre, ça pourrait être les arts visuels ou la danse. Il ne faut pas
aider des infrastructures, c'est aussi aider des groupes locaux. Quand on va faire les gros becs, puis qu'on les envoie à côté du musée de la civilisation, on augmente l'achalandage, on aide le Carrefour international de théâtre, on a une salle supplémentaire. Carrefour international de théâtre avait abandonné d'avoir des spectacles jeunes publics parce qu'il n'y avait pas de plateau pour ça. Là, ils vont pouvoir revenir. Tu as tout ton monde qui travaille plus aussi. Donc, investir dans des infrastructures de qualité, c'est aussi respecter les artistes d'ici. Et c'est les artistes locaux d'ici qui les utilisent aussi. On augmente globalement, en faisant ça, le niveau de vie de tout le monde. Mais jamais il faut oublier aussi, évidemment, les investissements dans le fondamental, dans la vie artistique. Moi, je vous dis, je suis très fière. Je sais que le dernier mandat complet qu'on a eu, où on était dans les 10... Rappelez-vous du moratoire sur les équipements culturels qu'on a déjà été obligé de vivre parce qu'on était en difficulté financière dans les années 96-97. Mais après, aussitôt qu'on a eu des sous, la seule fois où vraiment le calque a reçu une somme d'argent forte, on a 20 millions de dollars de jour, c'est au Parti québécois. Aussitôt qu'on a eu de l'air, on l'investit dans le calque à la mission. Merci, Mme Altin. Un tout dernier mot brièvement, Mme Saint-Pierre. Il avait coupé 50 millions en 2000, alors il y avait un rattrapage à faire très certainement. Mais sur la question des infrastructures, il faut, oui, en avoir, mais il y a une certaine prudence, puis je ne veux pas être mal interprétée, je sais qu'il y a des journalistes ici qui écoutent, mais lorsqu'on construit l'amphithéâtre, on est tous d'accord avec ça, puis on trouve ça formidable, c'est fantastique, mais il faut s'assurer que le Grand Théâtre de Québec continue à avoir de la clientèle. Il faut s'assurer qu'ici, au Palais Montcalm, on continue à avoir des concerts. Il faut s'assurer que les autres qui sont là, qu'on puisse continuer... Que l'écosystème actuel soit protégé. Mais le diamant, il est important parce que le diamant, il va se spécialiser et ça va être une sorte d'incubateur. On va arriver ici, puis il va y avoir ces productions-là qui vont être préparées ici, puis qu'ensuite vont pouvoir rayonner sur la scène internationale. Et ça, c'est pour ça que c'est si formidable, le diamant. Merci. On s'arrête là. On enchaîne avec le troisième thème, si vous le permettez. Troisième et dernier thème de la soirée, la valorisation des arts et de la culture. La reconnaissance et la promotion de l'importance des arts et de la culture sont des conditions essentielles à leur développement. Or, plusieurs indicateurs démontrent que cette valorisation de la culture doit faire davantage l'objet de préoccupations d'abord, d'efforts et de ressources ensuite. Que l'on pense par exemple au déclin de la couverture médiatique accordée aux arts et à la culture. Depuis 8 ans, le poids média de la culture au Québec aurait chuté de près de la moitié. Que l'on pense encore aux besoins importants en développement et en renouvellement des publics. Ces enjeux sont importants. Le gouvernement du Québec a certainement un rôle à jouer. Alors, je vous invite à aborder ce thème-là par une première déclaration d'1 minute avec les cartons. Et Mme Maltais, vous êtes la première à le faire. OK. Alors, je pense que ce débat, qui est important qu'il se fasse dans la région, parce qu'il faut faire comprendre aux gens de la région que la culture, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et c'est ici peut-être que j'entends les commentaires les plus sévères sur la culture, à cause justement de l'environnement médiatique dans lequel on est. C'est extrêmement dur ici. Et c'est dur de se battre pour la culture quand systématiquement les gens disent que c'est une dépense inutile. Nous devons absolument nous tenir debout. Moi, je remercie le Conseil de la culture qui fait encore ses études économiques et qui démontre l'impact économique de la culture. C'est une chose extrêmement... Pour la valorisation de la culture, ce que nous souhaitons faire très rapidement, dès notre entrée, c'est de revoir la politique culturelle qui date de 1992. Il est temps de la mettre à jour. Mais quand tu refais une politique culturelle, tu débats, tu t'en vas sur la place publique, tu fais des commissions parlementaires, tu bouges, tu consultes. Donc, on va jaser culture dans la prochaine année. Et c'est ça qui est important pour moi, qu'on remette la culture sur la table dans la discussion de la société québécoise. Merci, Mme Maltais. Deuxième intervention, Mme Saint-Pierre. Oui, jaser de la culture, c'est un peu la marque de commerce du Parti québécois, du gouvernement québécois. Le nombre de comités qu'ils ont mis en place en 18 mois, le nombre de jasettes qu'ils ont partis. Je veux dire, il faut à un moment donné faire en sorte qu'il y a des gestes qui se posent. Et je pense que c'est très important. Moi, je pense, entre autres, à Agenda 21 de la culture. L'Agenda 21 de la culture, c'est le meilleur outil qu'on puisse avoir de valorisation de la culture. Pourquoi? Parce que l'Agenda 21 de la culture s'en va dans tous les ministères, dans tous les organismes pour dire, vous
devez faire votre part pour la culture. Vous devez trouver les moyens que la culture aille dans votre secteur. Ça peut être en environnement, ça peut être en sécurité publique, ça peut être en santé. Il y a des exemples extraordinaires. Et cet agenda 21 de la culture, nous avons été le premier État à le faire. Ce sont des villes qui se dotent d'agenda 21 de la culture. Nous avons été le premier État à le faire. Et j'en entends encore parler. Depuis que nous l'avons lancé, l'agenda fait des petits. Et c'est formidable. Et je pense que c'est ça aussi l'outil de valorisation de la culture. C'est un outil unique et c'est un outil qui nous appartient et il faut continuer à faire fleurir cet outil-là. Merci, Mme Saint-Pierre. Mme Duchesne. La valorisation de la culture pose pour moi la question, comme ça a été soulevé un petit peu dans le dernier thème, la question d'équilibre entre les productions d'envergure, on pourrait parler aussi des infrastructures d'envergure et de la culture émergente. Comment faire attention pour ne pas faire basculer complètement la culture dans une logique de rentabilité, dans une logique de compétition, de bien marchand plutôt que de bien commun? Comment aussi donner le rayonnement pour l'ensemble des productions artistiques de la région au grand complet et ne pas seulement favoriser ce qu'on pourrait qualifier de plus grande envergure. Donc, ça prend un contrôle des médias. Québec solidaire favorisera une sphère médiatique qui est capable d'offrir une pluralité de positions idéologiques, qui sera autonome, indépendamment du gouvernement qui est en place, qui sera orientée vraiment vers la promotion du français, de la culture locale et nationale. Donc, ça sera très important. Ça va? Oui, ça va aller. Ça va aller. Aviez-vous terminé? Ça va, merci. On débattra. Très bien. Alors, voilà, le 15 minutes de débat est commencé. Voilà, poursuivez là-dessus. Oui, Agnès Maltais. Christine Saint-Pierre disait qu'on aimait jaser. On aime ça jaser avec le monde. On aime ça lui parler. On aime ça les consulter. On aime ça savoir ce qu'ils pensent, puis comment ils voient leur milieu, puis comment ce milieu doit se gouverner, comment il doit se décider. On a fait un rapport Bougie sur la philanthropie culturelle. On a fait aussi le rapport du groupe de travail sur les enjeux du cinéma, parce que le cinéma est en baisse de fréquentation. Fait qu'il faut comprendre avec les acteurs du milieu du cinéma comment on va travailler, comment on va régir ce milieu-là, puis comment on va en arriver à bouger. Rapport Corbeau sur l'avenir du réseau muséal. Le réseau muséal, il n'y a personne qui s'en est occupé depuis Diane Lemieux. Il était temps qu'on réfléchisse ensemble sur ce qu'il faut faire pour soutenir notre réseau muséal. C'est peut-être à Québec, ce qu'on voit quand on entend musée, on voit musée d'État, mais il y a 21 institutions muséales dans la région, dans les 2 régions. Et dans les régions, c'est extrêmement important. C'est souvent ce qui fait vivre la petite municipalité. C'est son attrait touristique. Ça fait partie de la vie culturelle et de la vie sociale. Alors, oui, on aime ça jaser avec le monde, puis on n'est pas gêné de ne pas être gêné. On n'est vraiment pas gêné de jaser avec le monde. Voilà, là, voilà, Mme Saint-Pierre. C'est parce que déjà, Mme Maltais parle du cinéma. Je veux dire, il y avait un rapport Macero-là sur la table sur la question du cinéma au Québec. Moi, j'aimerais qu'on aborde la question de l'international, parce que je pense que sur la question du rayonnement international, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais qu'il y a des choses extraordinaires qui sont faites. On est appelés à être des invités d'honneur un peu partout à travers le monde. Je l'ai vu de mes yeux à quel point la culture québécoise, il y a un appétit pour ça. Et saviez-vous que 60% des articles qui sont écrits sur le Québec dans le monde sont des articles qui portent sur les arts et la culture du Québec? C'est génial et c'est formidable. Moi, je pense qu'il faut continuer à pousser sur cette idée-là de faire rayonner davantage notre culture à l'international. Son collègue, Jean-François Lisée, on avait mis en place une politique à l'international. Son collègue, Jean-François Lisée, a coupé 1,3 million de dollars. Lorsque je l'ai abordé sur cette question-là au crédit l'année dernière, il n'a pas trop répondu pour finir par dire, mon collègue de la culture a eu plus d'argent, lui, alors qu'il trouve... Donc, on coupe d'un côté, puis on coupe pour faire en sorte que nos artistes ne puissent moins rayonner sur la scène internationale. Je trouve ça assez aberrant de la part d'un gouvernement qui se dit des grands amis du secteur culturel. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte qu'on puisse rayonner davantage, parce qu'encore là, on va améliorer les conditions de vie de nos créateurs, parce qu'on va amener de l'eau au moulin. $1 Ça suppose soutenir financièrement la diffusion à l'étranger. $1 dépensé à l'international en ramène 10 ici. C'est prouvé. Parfait, Mme Duchesne. Oui, maintenant que le chat est parti.
si on veut réfléchir la politique culturelle qui est désuète, je pense qu'il faut aussi réfléchir dans l'angle de comment on va s'assurer cet équilibre-là, je reviens là-dessus, l'équilibre entre les projets d'envergure de la région et la culture émergente, la culture locale. C'est très important de réfléchir ça. Il y a déjà des initiatives super intéressantes qui se font. Il faut les soutenir, il faut les encourager, il faut s'assurer qu'elles soient présentes pour trouver cet équilibre-là, pour que tout le monde trouve sa place. Sinon, au niveau du rayonnement, je pense qu'on a effleuré un peu le sujet, mais il y a le prix unique du livre aussi, qui est une mesure concrète qui va éviter de permettre à une poignée d'entreprises de s'accaparer avec la guerre des prix puis de faire tomber la concurrence. Il y a quelque chose là d'intéressant qui permet aussi un rayonnement d'une plus grande diversité au niveau de l'industrie du livre. Le prix du livre, on peut poursuivre là-dessus. Là. Le milieu était d'accord, tout le milieu, pour qu'il y ait un prix unique. Nous allons encadrer... Ça risque d'être tombé à la poubelle, oui. Non, ça vient de tomber simplement, ça vient d'être reporté à cause de l'élection, mais de notre arrivée au pouvoir, nous allons encadrer le prix du livre de papier et du livre numérique. Et je sais que Christine Saint-Pierre est d'accord, puisqu'elle se baladait avec le macaron au Salon du livre de Montréal, mais son gouvernement et son parti n'étaient plus d'accord après. Elle n'a pas réussi à convaincre son ministre des Finances et sa gang d'être d'accord avec l'encadrement du prix du livre. Ça arrive, ça, que voulez-vous, c'est la vie politique. Mais elle était de bonne guerre, elle voulait vraiment, mais elle n'a pas réussi. Mais on va le faire, on va encadrer le prix du livre. Qu'en pense Pierre-Carl Péladeau? Il n'est même pas venu, Québécois n'est même pas venu à la commission parlementaire sur cette question-là. Ils ne se sont pas présentés. Qu'en pense M. Pierre-Carl Péladeau? Moi, j'aimerais ça avoir sa réponse là-dessus. Le gouvernement du Qu'en pense M. Péladeau? Ce n'est pas Pierre-Carl Péladeau qui mène le gouvernement du Parti québécois. C'est Mme Pauline Marois et son équipe qui ont dit et qui déclarent que nous allons encadrer le livre. C'est parce qu'il est actionnaire de contrôle de Québécois, qui est éditeur et à la fois distributeur, puis à la fois propriétaire des Il va être solidaire des décisions de son gouvernement. Est-ce que vous pouvez prendre cet engagement-là? Il va être solidaire des décisions de son gouvernement. L'engagement, il va falloir que je le répète une troisième fois, nous allons encadrer le prix du livre. Et Pierre-Carl Péladeau. Oui! Vous allez encadrer Pierre-Carl Péladeau. Oui. Madame Duchesne, là-dessus, oui. Aucun doute. Madame Saint-Pierre, allez-y. Ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'il y a une question qui est effectivement cruciale et fondamentale. Il faut trouver, avec le ministre des Finances et du Développement économique, il faut trouver une façon de faire en sorte que nos librairies indépendantes puissent vivre au Québec. La façon dont qui a été retenue par le Parti québécois, c'est une façon qui n'a pas été retenue par notre formation politique, mais notre engagement est clair. Nous voulons évidemment faire en sorte que les librairies indépendantes continuent de vivre au Québec. Elles ferment les unes après les autres, ce qui n'a pas de bon sens. Il y a le prix également, il y a le livre numérique qui vient aussi qui vient un peu changer la donne, parce que comment on encadre le fait que quelqu'un puisse acheter un livre ou non dans Amazon. Archambault est sur l'Internet également pour la vente de livres. Ça prend une stratégie numérique. Ouais. C'est pour ça qu'il faut encadrer le livre numérique. C'est pour ça que tu te promenais avec un macaron, Christine, au Salon du livre de Montréal. Ben toi, tu te promenais avec ton corps est rouge. Oui, oui. Ah oui, tout à fait. Et vous l'avez oublié, votre corps. Non, je ne l'ai pas oublié. Ouais. Alors, écoutez, je vous relance sur autre chose. La salle un peu, ça fait du bien. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de faire une campagne nationale de promotion des arts et de la culture? Est-ce que ce sera une bonne façon de valoriser la culture auprès de la population générale ou dans une région comme celle de Québec où, effectivement, il y a parfois un discours négatif? Oui. Moi, je pense que la population est très attachée parce que, souvenez-vous, lors de la campagne électorale des conservateurs, je pense que c'était en 2008, 2009, quand ils avaient coupé des programmes qui étaient pas des sommes énormes, mais c'était des sommes qui étaient fondamentales pour le rayonnement de la culture, et ça leur a coûté très, très cher parce que les Québécois l'ont pas pris, pas parce que c'est le gouvernement fédéral, n'ont pas pris qu'on coupe des sommes d'argent importantes en culture. Et vous parliez tout à l'heure des médias. Oui. Moi, je pense qu'il y a un rôle qui est très, très, très important à jouer par les médias. Et les médias doivent comprendre qu'ils ne doivent pas parler uniquement de leur
chose, soit de leurs artistes à eux ou de leur secteur à eux, mais il faut aussi qu'ils débordent, qu'ils aillent dans des endroits où on parle peu, des endroits qui sont moins connus, pour vraiment que les gens prennent davantage conscience de toute la richesse qu'on a. Puis ça, je trouve ça un peu dommageable. Oui, mais c'était... Oui, allez-y. Bien, je me demande quel type... On a quand même fondé depuis 1997 avec Louis Sicuro les Journées de la culture, qui sont un peu une immense campagne de promotion. Comment on couple ça avec ça? Parce que ce que ça permet, c'est lors des Journées de la culture, ça permet une valorisation de la culture. Et ce sont les médias eux-mêmes qui se mettent à en parler. C'est la plus fantastique campagne de promotion qu'on puisse avoir, ces Journées de la culture, pour moi. Puis l'événement, il est suivi, il est couru, puis il est national. Alors, comment on travaille? Est-ce qu'on travaille à partir, par exemple, des Journées de la culture? Quel type de campagne on peut faire? Est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que ça peut donner des résultats? Mais il y a une chose qui est claire. On a toujours dit dans la région qu'on a un problème de couverture de l'activité artistique régionale. Quand tu vois qu'il y a des pages complètes pour des artistes qui sont pour des émissions de télé ou des choses, puis que tu n'as pas, ou pour le sport, il y a des cahiers pour le sport, mais pour la vie artistique régionale, tu as un petit entrefilet pour le show pour lequel les gens travaillent. Mais parlons-en, de quelle façon le gouvernement québécois pourrait-il exercer une sorte de leadership pour accroître le poids média donné à la culture ou la visibilité de la culture? Mais est-ce que par rapport aux médias, le gouvernement pourrait faire quelque chose? Vous disiez, Mme Duchesne, qu'un gouvernement solidaire pourrait créer une sphère médiatique qui garantirait un meilleur équilibre dans les couvertures. Comment ça pourrait se concrétiser, là? Parlez-en un peu plus, puis j'aimerais avoir votre réaction. Alors, oui. Bien, il y a toute la question, en fait, Télé-Québec a déjà été nommé, il y a toute la question de la création, entre autres, d'une radio d'État qui pourrait jouer un rôle intéressant au niveau de l'idée des médias qu'on a. Il y a quand même, c'est sûr que c'est dans l'idée toujours du Québec comme pays qu'on veut bâtir. Donc, il y a toute cette stratégie-là médiatique qu'on veut mettre autour pour favoriser la promotion du français et la promotion de la culture régionale et nationale. Mais Télé-Québec vient de lancer là, une nouvelle plateforme qui s'appelle La Fabrique culturelle, la Fabrique où on culturelle. veut rendre visible aussi ce qui se fait dans les régions. Mais c'est ça. Qu'est-ce que le gouvernement pourrait... Est-ce que c'est le rôle de l'État que de peser sur les médias pour faire ça, ou comment? Enfin. L'État a un média qui s'appelle Télé-Québec. Et effectivement, on a lancé très récemment, le 11 mars, une plateforme culturelle de Télé-Québec qui s'appelle La Fabrique culturelle. Et c'est vraiment dans l'esprit de faire que Télé-Québec devienne une plateforme, un lieu d'affiche de notre vie culturelle, de notre vitalité culturelle. Donc, ça existe effectivement maintenant. C'est très, très, très récent. En 18 mois, pas si pire. C'est l'idée de la plateforme web que nous avions annoncée. C'est-à-dire que la plateforme web, c'est faire en sorte que la diversité des voix soit encore plus importante au Québec. La plateforme web de Télé-Québec, c'était de faire en sorte qu'on ait de l'information locale et régionale. Madame Fortin, lorsqu'elle est venue en commission parlementaire, a dit, bon, j'ai pas eu l'argent du gouvernement pour faire la plateforme web. Cependant, j'ai pu dégager un peu d'argent pour faire une plateforme qui pourrait, puis c'est une bonne chose, qui ferait en sorte qu'on connaisse l'activité culturelle un peu partout au Québec. C'est beau de savoir ce qui se passe à Québec, puis on trouve ça important, que Montréal sache ce qui se passe à Montréal, mais pourquoi et je trouve que c'est pour ça que la plateforme web est importante, c'est de faire en sorte qu'est-ce qui se passe en Gaspésie, qu'est-ce qui se passe en Abitibi, qu'est-ce qui se passe en Chaudière-Appalaches. Et ça, c'est un outil. Mais moi, je ne crois pas que le gouvernement doive prendre la place dans tout. Il faut que le gouvernement prenne sa place, le gouvernement encourage, mais le gouvernement ne peut pas toujours prendre sa place dans tout. Il doit trouver les moyens pour faire sa part, mais il faut avec aussi les outils que les médias, comme les Québécois de ce monde, les Jessica, les Radio-Canada, il faut que tout le monde comprenne que comme médias, ils ont un rôle à jouer en sport, en politique, mais également en culture. Et je pense que ça, c'est souvent la chose qui est coupée en premier. Oui. Madame Duchesne? Bien, je veux revenir sur l'idée de campagne nationale aussi. Pour moi, la valorisation passe aussi par un ensemble de moyens qu'il faut mettre en place. On parlait tantôt des journées de la culture. Je pense que c'est une initiative qui est très intéressante, mais encore là, il faut que les gens aillent vers la culture. Donc, comment se donner les moyens pour que la culture vienne aux gens? Moi, je serais curieuse d'avoir des discussions là, après le débat et tout ça pour approfondir cette idée de campagne nationale-là, d'exploration, de démystification du monde de la culture qui, pour
certaines personnes, des fois, peut sembler un peu un autre univers, là. Donc, je pense qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à explorer. On en parle depuis très longtemps, de la démocratisation de la culture au Québec. Les journées de la culture, c'était un effort dans ce sens-là. Les musées à $1, c'est un effort dans ce sens-là aussi. Ouais. Madame Duchesne touche quelque chose, je trouve, important. Souvent, c'est vu comme quelque chose d'élitiste. Les gens me disent « Ah, je connais rien là-dedans, je n'irai pas voir telle exposition. » Et ça, il faut vraiment briser ça. Il faut que les gens puissent entrer dans les galeries d'art, puissent aller voir les choses, aller rencontrer les artistes. Les journées de la culture, effectivement, c'est formidable. J'ai vu une année où vous étiez allés dans des usines pour aller rencontrer les travailleurs sur leur lieu de travail plutôt que d'amener les travailleurs chez eux. On allait chez les travailleurs et je trouvais ça absolument... C'est très bien parce que ça vient démystifier, ça vient montrer que c'est accessible. Oui. Mais je reviens un petit peu parce que et c'est peut-être particulier à la région de Québec, Mme Maltel disait, il y a quand même un discours assez négatif transmis, entre autres, par les radios poubelles, entre guillemets. Comment contrecarrer ce discours-là qui traite les artistes de quêteux, etc., etc.? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire collectivement ou est-ce que là aussi, l'État a un rôle à jouer pour rectifier les choses? Mme Duchesne? Je travaille en défense de droits des personnes assistées sociales. Oui, ces fameuses radios. Écoutez, l'État a un rôle à jouer, selon moi, parce que ça dépasse les bornes dans ce qui peut être dit publiquement. En tout cas, ça pose la question de la liberté d'expression versus les propos méprisants et discriminatoires. Il y a comme une marge là qui doit être, selon moi, balisée. Quand on parle de se doter d'une sphère médiatique qui fait la promotion, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là à baliser et à voir quel genre de radio, quel genre de médias on veut pour l'avenir du Québec. Mais en même temps, ces médias sont populaires. Je pense à des médias qui ont un discours un peu anticulture, alors que ça veut dire que les gens sont sensibles à ce discours-là. Alors, c'est plus large que ça. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense pas qu'on doive commencer à censurer. On n'est pas dans un état. Est-ce qu'on encourage les artistes à y aller, à tenir tête, à utiliser toutes les tribunes pour défendre leurs droits, par exemple? Il faut avoir confiance à l'intelligence des gens. Puis les gens sont capables de faire la part des choses. Et les Québécois sont très, très, très attachés à leurs créateurs, à leurs artistes, à la chose culturelle. Quand on a fait Québec Horizon Culture, écoutez, il y avait des gens qui écoutaient sur le web. Ça a été un succès énorme. Et on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de personnes. Les gens sont venus, ils ont aimé ça. On a vu avec le 400e anniversaire de la Ville de Québec à quel point il y a eu quelque chose d'important qui s'est passé ici. Alors moi, je trouve qu'on leur donne énormément d'importance. Trop d'importance, oui. Quand on vit dans la région, on vit quand même avec une certaine pression. Je vis pas mal dans la région, je pense. Non, mais tu ne vis pas... Oui, mais t'es beaucoup... Moi, je suis vraiment dans cet univers-là depuis des années. J'en ai subi parfois les foudres. Ce qui n'empêche pas de dire qu'il faut aller sur ces radios, que j'y vais régulièrement, parce qu'il faut y aller puis défendre ce qu'on pense, nos convictions, nos horizons. Il faut défendre notre territoire. Notre territoire, il est culturel. Et nous devons défendre ce territoire culturel. Et moi, je pense qu'il faut y aller. Et je vais régulièrement. Puis je salue le Conseil de la culture qui fait régulièrement des études économiques sur l'impact, parce que c'est le langage qu'ils parlent. Ça, ils entendent ça, les investissements. Puis aussi, quand on dit... C'est de valeur, mais ce n'est que ça qu'ils entendent. Alors, moi, ce que j'apprécie, que le Conseil de la culture parle leur langage. Mais oui. Madame Duchesne, vous avez demandé la parole, oui? Oui, je pense qu'il y a une différence entre émettre des opinions différentes et tolérer des propos qui sont haineux et méprisants. Moi je fais la distinction vraiment entre les deux. Quand on dit il faut laisser aller, ce qui est de l'ordre de l'opinion, gauche, droite, écoutez, il y a un débat qui se passe, c'est normal, c'est sain, ça fait partie de la société. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais quand on tombe dans le propos mépriseux, hainant, c'est une forme de violence. Pour moi, on doit agir. Oui. Madame Saint-Pierre? Je suis tout à fait d'accord avec Madame Maltais. Il faut y aller quand on nous invite. Il faut y aller, il faut aller défendre ses points de vue, puis les gens comprennent. Et aussi, quand on leur fait comprendre que la culture, il y a les créateurs, les artistes et tout ça, mais ce sont des chauffeurs de camions, ce sont des gens qui font de la nourriture, ce sont des gens qui vont peindre, qui fabriquent des décors. Là aussi, répondre par les retombées économiques, beaucoup de gens qui gravitent. Au Québec, c'est 175 000 personnes, là.
C'est des gens qui paient des taxes, paient des impôts, puis qui ont droit à leur place au soleil. Alors, on va s'arrêter là pour ce dernier 15 minutes de débat et on arrive déjà aux déclarations de clôture. Alors, pour clore le débat, je vous invite encore une fois à vous adresser à la salle pendant 2 minutes chacune, en commençant par vous, Madame Saint-Pierre. Bien, tout d'abord, merci encore une fois d'avoir organisé ce débat. Je crains que ce soit le seul débat de la campagne électorale qui va porter sur la culture et c'est dommage. Mais je pense que vous allez montrer la voie, vous allez montrer le chemin. Merci de nous avoir invités. Je déplore encore une fois que le ministre de la Culture ne soit pas là. Je comprends que Mme Maltais, par solidarité ministérielle, ne critiquerait pas son absence, mais je la connais un peu. Je suis convaincue qu'il y a des téléphones qui vont se faire. Et parce que c'est fondamental, la région de Québec est vivante. La région de Québec est forte sur le plan culturel. Il faut faire en sorte que la voix de la région de Québec soit entendue. Et vous pouvez compter sur nous. Vous avez toujours pu compter sur nous lorsque nous avons été aux commandes du gouvernement. Et je pense que vous allez pouvoir continuer à compter sur nous. Il y a des projets qui ont été annoncés ici par le gouvernement du Parti québécois, qui sont des projets que nous avions déjà annoncés, que nous avions déjà lancés. Alors, je pense que vous avez... pour l'instant, M. Couillard n'a pas parlé encore d'engagement en matière de culture. On va avoir une journée culture. Et c'est fondamental. Ça fait partie du portrait global. Et moi, je vous encourage à continuer à défendre, puis à continuer à nous accompagner aussi, nous, les politiciens. Vous savez, on a besoin d'entendre votre éclairage, puis parfois, les discussions sont mais il faut absolument qu'on continue ce dialogue et qu'on puisse être capable de prendre la mesure des besoins en culture. Et si on regarde ce qui s'est passé au cours des 50 dernières années, moi, je suis très fière du chemin qui a été fait au Québec et vous êtes convaincus qu'on va continuer à travailler et qu'on va continuer à faire progresser. Et je termine en disant que Québec, et j'ai toujours vu, moi, Montréal et Québec comme étant des pôles importants de développement culturel parce que ça fait que ces deux régions-là sont fortes sur le plan culturel. Ce sont toutes les régions du Québec qui vont en profiter. Merci, Mme Saint-Pierre. Merci. Madame Duchesne, ça va? Pour le chat, oui, c'est bien? Oui, le chat est parti. Le chat est parti, alors voilà, vos 2 minutes. Donc, merci. Moi aussi, j'ai été vraiment... flattée de l'invitation, de pouvoir parler de culture aussi. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Puis j'ai vraiment l'intention, je sais que c'est le seul débat, du moins à court terme, qui est organisé sur la culture, mais ce que j'ai l'intention, c'est à chaque fois que je prendrai la parole publiquement, c'est de ramener les préoccupations de la culture dans mon discours. Ce que je pense, c'est qu'un autre Québec est possible. Ça, c'est une phrase qui me motive depuis que je suis impliquée au cœur de Québec solidaire, depuis que j'ai décidé aussi de me présenter comme candidate dans la circonscription de Tachereau. Ce que je veux, c'est un pays aux valeurs de gauche, un projet de société qui porte la justice sociale, l'environnement, l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce que je veux, c'est un pays démocratique où les citoyens et les citoyennes n'ont pas voix au chapitre seulement une fois par 4 ans, mais vraiment dans plusieurs processus démocratiques, dans toutes sortes d'instances. Ce que je veux, c'est une société audacieuse, cimentée d'une culture diversifiée, forte, fière, mais aussi à contre-courant et provocante. Ce pays-là que je veux, il devient pour moi concret un peu plus à chaque campagne électorale, à chaque fois que des gens sortent dans la rue aussi pour exiger une transformation profonde de la société, pour s'indigner contre ce qui se passe actuellement. Je pense que ce Québec libre et indépendant-là, il est possible. Il va être possible grâce à notre solidarité. Merci encore de l'invitation. Bonne soirée. Merci, Mme Duchesne et Mme Maltais. Merci. Je suis donc très fière d'être ici, d'avoir été déléguée par mon équipe régionale pour un débat régional. Je n'appellerai pas Macan. Je vais dire, par exemple, on s'est dit. 18 mois. Ça fait seulement 18 mois qu'on est là. Ça fait seulement 10 mois. On est arrivé avec une situation budgétaire pénible. Et probablement que les enveloppes les plus pleines étaient les enveloppes brunes. Alors, il a fallu aller faire le ménage dans bien des choses quand on est arrivé au pouvoir. Mais pendant ce temps, nous avons lancé la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Nous avons fait les musées à $1. Nous avons investi dans les médias communautaires. Je n'ai pas eu le temps d'en parler. Nous avons préparé la stratégie numérique et on va la commencer. On est en train de préparer des grands travaux sur les musées et le cinéma. Nous avons
réinstaller la caserne. Oui, on a réinvesti dans la caserne, on l'a repris, mais on fait les gros becs en synergie avec le Musée de la civilisation. On va encadrer le livre. On est prêt à travailler encore sur la culture, sur les grands axes de développement de la culture. On croit profondément que les investissements, quand ils se font, ne doivent pas être du discrétionnaire, mais doivent aller à la mission. On le fait pour les organismes communautaires, on investit dans la mission. Quand on va investir, c'est dans le calque, donc dans les arts et les lettres, dans l'organisme qui, normalement, est celui qui choisit où vont les investissements. Nos annonces culturelles viendront plus tard, nous aussi, dans la campagne, mais on va reparler de culture. Mais là où on va vraiment parler de culture, c'est quand on va rénover la politique culturelle qui n'a pas été revue depuis 32 ans. Et ça va être le temps d'échanger, de débattre sur le Québec du 21e siècle, notre territoire, notre nation, notre pays, comment on veut que la culture se développe ici. Et ça va être le grand échange qu'on va avoir. Merci beaucoup. Merci, Mme Maltais. Merci. Alors, c'est ainsi que s'achève ce débat électoral qui nous aura permis de mieux connaître la position donc de 3 partis politiques en matière de culture. Le débat sera rediffusé sur les ondes de CKRL au 89,1 ce vendredi de 10h à midi. Et je remercie les candidats d'avoir participé à l'exercice et je vous remercie tous et toutes d'y avoir assisté ici ou via le web. Merci également au président du Conseil de la culture, M. Marc Gourdeau, d'avoir permis la réalisation de cette rencontre. Alors, pour ma part, je vous souhaite très bonne réflexion, bonne discussion également d'ici le 7 avril et bonne fin de soirée. Merci.